Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Une délégation du groupe consultatif spécial du Conseil économique et social ECOSOC a mis fin ce vendredi à une visite officielle de 3 jours en Haïti. Les ambassadeurs dressent un bilan positif de cette visite. Toujours pas de date en vue pour la tenue de la séance de ratification de la déclaration de politique générale du Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin. Les sénateurs de l'opposition radicale ne sont nullement satisfaits de la formation d'un cabinet ministériel composé de 18 ministres. La justice haïtienne annonce de nouvelles dispositions afin de faire face au cas de viol collectif recensé sur les étudiantes ces derniers jours. Une unité spéciale a été activée au niveau du parquet de Port-au-Prince. Les sénateurs de l'opposition radicale ne sont nullement satisfaits de la formation d'un cabinet ministériel qui compte 18 ministres. Le sénateur Évalière Beauplan soutient que la composition du cabinet ministériel, avec le maintien en poste de 8 ministres, est une provocation. Il n'écarte pas la possibilité pour les sénateurs de l'opposition qu'ils répondent par une provocation à cette provocation. Il justifie la démarche des 4 sénateurs par la nécessité de faire respecter les prescrits constitutionnels. En ce qui a trait aux conséquences économiques de ce blocage institutionnel, M. Beauplan rejette la responsabilité sur le chef de l'État. Il assure que les sénateurs de l'opposition entendent poursuivre la lutte pour faire appliquer la Constitution. Toutefois, il n'a pas précisé s'il compte reprendre les manifestations. Entre-temps, la commission spéciale d'analyse des dossiers du Premier ministre et des ministres a entrepris de nouvelles investigations sur les 4 nouveaux membres du gouvernement. Le vice-président de la commission espère que le rapport pourra être finalisé d'ici la fin de cette semaine. De plus, il se dit surpris par la levée de boucliers contre le ministre de la Justice Jean-Roudy Ali. Il juge infondées les critiques sur l'intrusion d'éventuels mercenaires, estimant qu'il revient à la justice de se prononcer sur cette affaire. Le président de la Chambre des députés, Gary Baudot, et les membres du bureau ont eu ce jeudi 21 mai une séance de travail avec les ambassadeurs de haut niveau, membres du groupe consultatif ad hoc du Conseil économique et social ECOSOC des Nations Unies en mission annuelle en Haïti. Les membres de la délégation doivent évaluer la situation socio-économique et élaborer des recommandations sur le développement d'Haïti à long terme. Lors des échanges, les délégations haïtiennes et onusiennes ont abordé plusieurs dossiers, dont la situation en Haïti, la recrudescence de l'insécurité, l'absence de gouvernement et la dévaluation importante de la gourde par rapport au dollar américain. M. Baudot a tenu à préciser que la Chambre basse ne fait pas partie du problème, mais plutôt de la solution. Il révèle que les députés tentent de convaincre les sénateurs de la nécessité de doter le pays d'un gouvernement légitime. Le groupe consultatif spécial du Conseil économique et social ECOSOC dresse un bilan positif de sa visite officielle de 3 jours en Haïti qui a pris fin ce vendredi. Une visite d'information dominée par des échanges avec les autorités sur la situation actuelle du pays, notamment dans les domaines de la sécurité, des conditions de vie de la population et du développement socio-économique, selon le représentant permanent du Canada auprès des Nations Unies, Marc-André Blanchard, qui rencontrait la presse ce vendredi. Je vais vous donner, pour nous, il est important que la mission politique spéciale puisse permettre de faire face aux défis qui sont posés par les questions sécuritaires, les questions liées aux gangs dans certaines parties de Port-au-Prince, dans certaines parties du pays, et qu'on touche non seulement aussi aux symptômes, mais aussi
à la racine de certains de ces problèmes et de s'assurer, le rôle de la mission politique spéciale, c'est de s'assurer de faire la transition et de s'assurer aussi de faire le lien avec les différentes agences de l'ONU, mais aussi avec le gouvernement d'Haïti, avec tous les éléments de la société civile, la société politique, économique, sociale et académique d'Haïti. Alors, pour nous, on fera ce message-là au secrétaire général et aux commandes du Conseil de sécurité pour leur dire la situation en Haïti est une situation qui est difficile. Il y a 2,6 millions de personnes qui, selon les Nations unies, sont décrites comme ayant des besoins d'assistance humanitaire. Alors, c'est une situation qui est assez sévère. Et aussi, la question de développement économique d'Haïti. En fait, quand on parle à la racine des problèmes, il est important que le développement économique d'Haïti soit accéléré au cours des prochaines années. On a eu cette discussion-là avec le président Moïse, qui a une vision très pertinente à cet égard-là pour assurer le développement économique d'Haïti. Mais évidemment, il faut s'assurer que toutes les forces de la société, et c'est une question qui... Tous les défis d'Haïti ne seront résolus que par les Haïtiens et les Haïtiennes eux-mêmes. Tout le monde doit venir ensemble pour essayer de trouver des solutions, mais surtout poser des gestes d'action qui vont permettre de trouver des solutions et qui vont permettre un progrès. Et personnellement, pour moi, une chose qui me tient à cœur, c'est la question des opportunités pour les jeunes, le rôle de la femme dans la société. Mais les opportunités pour les jeunes, qu'ils soient hommes ou femmes, si les jeunes n'ont pas d'opportunités, les jeunes, à ce moment-là, sont plus tentés de répondre à certains appels. Et s'il y a plus de développement économique, il y aura plus de stabilité politique, il y aura plus de stabilité au niveau de la sécurité du pays et il y aura une plus grande prospérité. Et c'est important que la prospérité, que le développement économique et social d'Haïti soit le plus inclusif possible. Il faut s'assurer qu'on réduise les inégalités. Et ça, ce n'est pas un problème qui est juste à Haïti non plus. C'est un problème qu'on connaît dans plusieurs parties du monde. Mais à Haïti, ce problème-là est particulièrement aigu et il faut s'y attaquer. Et ça touche évidemment de s'assurer qu'il y a un meilleur accès à une éducation de qualité, un meilleur accès à des services de santé de qualité, aux services de base qui vont permettre le développement futur, le développement économique futur qu'on souhaite. Les autorités judiciaires annoncent prendre très au sérieux les nombreux cas de viol perpétrés sur de jeunes universitaires au cours de ces derniers temps. À la direction centrale de la police judiciaire, une unité spéciale a été activée et au niveau du parquet de Port-au-Prince, des mesures sont prises pour contrer ce phénomène, selon le commissaire du gouvernement. Paul Héronce-Villard invite par ailleurs les responsables d'université à prendre des dispositions à l'interne pour renforcer le travail des forces de l'ordre. Des perturbations d'origine polaire influent sur la météo en Amérique centrale et produisent de la pluie sur le pays. Le météorologue Rudy Victor prévoit même une intensification dans les jours qui viennent, même s'il estime que de telles précipitations sont normales pour la saison. Ex-ministre d'un gouvernement démissionnaire, M. Claudie Pierre a été l'objet de toutes les attentions ce vendredi au ministère de la Planification et de la Coopération externe, où des signes kabbalistiques, on dirait plutôt en créole des Wanga, ont été placés à l'entrée de son bureau et à divers autres endroits. Les syndicats accuse les membres de son cabinet. Le ministre rejette d'un revers de main ces accusations. Nous avons avec nous ce soir M. Claudie Pierre, dont je rappelle qu'il est le ministre de la Planification et de la Coopération externe de l'ancien gouvernement. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Serge.
Voilà, alors donc, ce matin, il y avait un peu d'effervescence au ministère, si on a bien compris. De quoi s'agit-il exactement? En effet, et moi j'en ai été informé par la voie des réseaux sociaux et des photos m'étaient parvenues par WhatsApp et ça m'a grandement étonné. Mais il faut qu'on insère ça dans un contexte plus large qui est celui de la crise que traverse ou encore qui sévit au sein de ce ministère, de ce grand ministère le plus transversal s'il en est, Absolument, oui. depuis bientôt 2 mois. Et il y a le syndicat du ministère qui avait émis certaines préoccupations par rapport à ma gestion du ministère. Ils avaient demandé que je revienne sur un certain nombre de décisions qui avaient été prises, et cela faisait au total 5 points. Il faut dire que moi, je me suis assis avec eux, et j'ai fait pas mal de concessions, j'ai fait des concessions à 90% de la chose, et parce qu'ils avaient commencé un mouvement qui consistait, hélas, à verrouiller systématiquement le ministère, et j'avais moi-même concédé sur certains points, je leur avais concédé certains points, et parmi les 5 points qu'ils avaient soulevés. Mais je m'attendais à ce qu'ils procèdent au déverrouillage du ministère. Cela n'a pas été fait, et cela fait bientôt 2 mois. Eh bien, il faut dire que depuis 2 mois, et moi, je garde une certaine distance par rapport au ministère. Cela ne veut pas dire que je ne travaille pas, je travaille d'arrache-pied. Et là, maintenant, j'en suis à liquider les affaires courantes depuis quelque temps. Et ça se poursuit, et ça, depuis les 2 mois dont on parle, depuis le début de la crise, je n'ai eu cesse de travailler chez moi. Et toujours est-il que je demande aux syndicats de bien vouloir déverrouiller le ministère, leur disant que c'est pas le bon moyen et de faire entendre leurs revendications, d'autant plus que moi je leur avais concédé pas mal de points, j'avais fait pas mal de concessions, mais ils n'ont pas voulu entendre raison. Mais je continue à travailler parce que je ne veux pas je ne veux pas que ce ministère devienne, et lui aussi par ailleurs, une source de crise. Parce que dans le pays, on connaît pas mal de crises et les sources sont diverses. Et je fais partie d'un gouvernement, il y a le président de la République qui est animé de très bonne foi et qui veut que le pays prenne la voie de la sérénité, de la paix, du développement. Donc je me dis qu'il est de ma responsabilité, il est de mon intérêt comme membre de ce gouvernement, il est de l'intérêt du gouvernement que je m'abstienne d'engager un bras de fer avec le syndicat, que je m'abstienne d'entrer dans une cascade de provocation avec le syndicat. Voilà pourquoi, et quand je le peux, je vais au ministère pour liquider les affaires courantes, mais je préfère encore rester chez moi pour travailler chez vous. Travailler. Alors, écoutez, mais alors, aujourd'hui, très justement, pour répondre à votre question, aujourd'hui, oui. Et ce qui s'est passé, ce qui a fait l'actualité, m'a grandement étonné. Et il s'agit, comme vous l'avez dit, de gris-gris, de signes cabalistiques apposés, ça et là. Oui, des cordes, des grains de maïs, des choses, absolument, etc. Oui, on absolument, a vu ça. absolument, dans le carré du ministre. Et puis, pour comble, le syndicat a cru bon d'accuser mon cabinet comme étant à l'origine de cela. Moi, je porte un démenti formel à cette accusation. Moi, il faut dire que moi, je suis un cartésien. Je suis un cartésien, jamais je ne me livrerai. Donc, s'il s'agissait pour mon cabinet de se livrer à de tels actes, ça ne pourrait être que sur mes instructions. Mais cartésien comme je suis, et qui me connaît, n'adhérerait jamais à cette accusation du syndicat, parce que qui me connaît sait que je suis un cartésien, qui me connaît sait que jamais je ne me prêterai à ce jeu-là, jamais je ne descendrai, je n'irai pas à un tel niveau d'abjection, même dans le cadre d'une adversité avec le syndicat. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas. Je dois vous dire que c'est loin d'être le cas, dans la mesure où ce syndicat-là, moi je l'ai bien, à mon arrivée au ministère, et je me suis réuni à maintes reprises avec le syndicat,
Et j'ai invité, en signe de cordialité, de convivialité, j'ai invité le syndicat à dîner. Et dans le cadre de ce dîner, qui a duré pas moins de... Ça a été un dîner, une sorte de dîner de travail, dîner dialogue. Ça a duré pas moins de 4-5 heures. Donc on a posé pratiquement tous les problèmes du ministère, on en a parlé. Et j'avais signifié à mon syndicat l'intérêt que je porte au fait qu'il y a un syndicat au sein du ministère. J'avais signifié au syndicat que moi, je ne saurais être contre le syndicat dans la mesure où j'ai vécu une bonne partie de ma vie en Europe et on sait que l'Europe, c'est le berceau du syndicalisme. Je suis comme partisan du fait qu'au sein de ce ministère, il y a un syndicat qui défend les intérêts des employés toutes les fois, pour autant que les intérêts sont manifestement menacés. Toutefois, le problème avec le syndicat, c'est que le syndicat est reconnu par la Constitution. Mais on regrette que jusque-là, il n'y ait pas une loi d'application et qui établisse les attributions du syndicat et qui circonscrivent aussi les limites de ces attributions. Mais excusez-moi, Monsieur Pierre, là on est en train de rentrer dans des détails de la vie interne du ministère et il nous reste encore à parler de votre bilan. Donc pour fermer ce premier dossier très très rapidement, en une phrase, quelle interprétation donnez-vous à ces actions kabbalistiques, comme vous l'avez dit vous-même, en 2 mots? Bon, je sais pas. Et tout ce que je tiens à dire, ça ne vient pas de moi et je n'ai pas donné d'instruction à l'effet de cela, à cet effet. Et je regrette qu'on en soit arrivé là, au sein de si grands ministères. Et je demande à tout un chacun de se ressaisir pendant qu'il est encore temps, notamment aux membres du syndicat. Et je leur demande aussi d'arrêter d'émettre des accusations à la légèreté comme ça, parce qu'ils n'ont aucune preuve que ça vienne de mon cabinet. Très bien. Et ça ne saurait provenir de là. Et vu que moi, je suis très cartésien, très rationnel dans mes démarches, mais toutefois, je déplore ce qui est arrivé aujourd'hui au ministère. D'accord. Eh bien, Monsieur Claudie Pierre, si vous le voulez bien, nous allons passer maintenant au chapitre bilan. Est-ce que vous pouvez nous dresser un rapide bilan de votre passage de 6 mois, donc, si je comprends bien, 6 mois. au ministère de la Planification et de la Coopération externe? Très bien. Et le ministre, il faut dire que pendant les 6 mois qu'on a passé au ministère, ça n'a pas été un temps de repos, ça n'a pas été un temps serein, ça n'a pas été un temps plat. Ça a été un temps où l'on a connu un séisme. Et quand on parle de séisme, on parle d'activer les ONG qui se trouvent être sous la tutelle du ministère de la Planification et de la Coopération externe. Très bien. On a connu aussi d'autres troubles qui ne sont pas du fait de la nature, mais du fait de l'homme. On a connu des manifestations. On a connu, hélas, cette période de verrouillage systématique du pays pendant 10 jours. Donc il faut dire que tout ceci n'est pas sans troubler la régularité du fonctionnement du ministère comme organe de l'État. Le ministère de la Planification et de la Coopération externe est un ministère transversal. C'est le plus transversal de tous les ministères dans la mesure où ce ministère gère tout le budget d'investissement de la République. Donc il y a 17 secteurs. Donc on a 18 ministères. Donc il y a les 17 autres ministères dépendent de ce ministère-là pour ce qui est de la réalisation de leurs projets d'investissement. C'est ça. Il faut dire que normalement, il y a le PSDH, qui est le plan stratégique de développement d'Haïti, et qui a été établi au lendemain du séisme du 12 janvier 2010. Le CSDH doit donc se décliner en un ensemble de plans stratégiques, enfin de plans d'investissement, de plans triennal d'investissement, et lesquels plans doivent normalement influer sur le budget de l'État qui est élaboré à chaque exercice fiscal, donc d'année en année. Et moi, quand je suis arrivé au ministère, on n'en était qu'à un seul plan
triennal d'investissement, un seul PTI, et je m'apprêtais à lancer le deuxième PTI et le deuxième plan triennal d'investissement, et pour que, à l'élaboration du prochain budget de la République, le budget de la République puisse être véritablement, enfin l'aspect investissement du budget de la République puisse répondre aux critères d'un budget d'investissement. Et pour ce faire, j'avais pris contact avec le secteur privé, j'avais pris contact avec les autres secteurs ministériels et d'autres secteurs vitaux concernés par la question. Et au moment où l'on s'apprêtait à tout démarrer, à enclencher le processus, et puis on a connu, hélas, cette crise qui nous vaut aujourd'hui et de ne pouvoir gérer, enfin de gérer les affaires courantes. Donc ça n'est pas une affaire courante. Donc on a dû surseoir au processus. Mais ce qui est réalisé en termes concrets, ça, je viens de vous parler d'un projet qui devrait être réalisé, mais qu'on n'a pas pu. Tous les préparatifs enfin, tous les préparatifs sont là, mais on n'a pas pu avancer justement dans la concrétisation du projet, enfin du lancement du deuxième PTI, du deuxième plan triennal d'investissement. Mais par ailleurs, on a pu, et sur instruction de Monsieur le Président de la République, et qui fait de la décentralisation un de ses principaux chevaux de bataille, et on a procédé à l'exécution de ce que l'on pourrait appeler, parce qu'il y a une rubrique budgétaire qui est celle de, et qui concerne justement tant les départements que les collectivités territoriales et assemblée municipale, CASEC. Donc il y a des fonds qui sont prévus dans chaque budget, dans le budget national pour les collectivités territoriales, enfin déjà les départements, ensuite et les communes, sections communales, etc. Donc pour la première fois, on a pu effectivement faire en sorte que les assemblées municipales, de même que les CASEC, ASEC et CASEC pour cette année, on a pu faire en sorte qu'ils perçoivent ce qui a été prévu pour eux en termes de montant budgétaire dans le cadre du budget de la République, et ce qui leur permet déjà de réaliser certains projets au bénéfice des communautés. Et cet aspect de la décentralisation, vous avez eu le temps de l'achever? Oui, j'ai eu le temps de l'achever, parce que quand on parle quand on parle de décentralisation, il faut d'abord voir les moyens. Et il y a les moyens qui sont prévus dans le budget, et lesquels effectivement ne suffisent pas pour réaliser des projets d'envergure. Mais ils sont là. Et moi, je peux me targuer d'avoir exécuté une instruction du président de la République, et qui lui est très cher d'ailleurs, et qui est conforme, qui est tout à fait en adéquation avec sa politique publique de décentralisation. Voilà, donc on peut supposer au décaissement de cet argent. On peut supposer que votre successeur au ministère de la Planification aura pratiquement la route toute tracée pour continuer ce que vous aviez commencé. Absolument. Et puis sur le plan de la coopération externe, et on s'était proposé de créer une école de la coopération externe, parce que là, il faut dire que le ministère a deux ailes. Il y a l'aile de la planification et l'aile de la coopération externe. Absolument, oui. Nous sommes à un stade où notre budget national est financé pour partie par l'international. D'où la nécessité d'avoir une politique publique de la coopération externe. Mais quand je suis arrivé au ministère, j'ai constaté que l'aile de la coopération externe est traitée en parent pauvre. Et plus d'accent est mis sur la planification par négligence à l'aspect coopération externe. Je me suis dit, et il faut dire quand j'ai dit que l'aile coopération externe est traitée en parent pauvre, ça n'est pas rien. Donc il se pose même un problème
cadres qualifiés pour la coopération externe. Voilà pourquoi je m'étais dit. Mais alors, il faut qu'on commence par la formation. Il faut qu'on commence par la formation. J'avais pris toutes mes dispositions là encore pour créer l'école de la coopération externe, qui ne concernerait pas uniquement, qui ne formerait pas, qui ne serait pas préposé à la formation exclusive des cadres du ministère de la coopération externe, mais de tous les autres ministères, parce qu'on est tous plus ou moins concernés par la coopération externe. Mais là encore, faute de temps, on n'a pas pu y arriver. Et puis, on a pu procéder à la réunion du CEA. Le CEA, c'est Comité de l'efficacité de l'aide. Donc, c'est une réunion qui a lieu chaque année et qui réunit tant le Premier ministre, le ministre de la Planification, que des représentants de l'international, que des représentants des PTF, partenaires techniques et financiers. Donc, on a pu justement se réunir, on a pu procéder à la réunion du CEA de cette année. Et au cours de cette réunion, on a posé les problèmes liés à la coopération externe, on a posé les problèmes liés à l'efficacité et à l'effectivité de l'aide internationale, et on a pu, après avoir posé ces problèmes-là, on a identifié des pistes de solutions. Et c'est justement à l'issue de cette réunion que je m'étais proposé, et effectivement on a enclenché les préparatifs, les éléments sont là, etc., tout à fait à point, et j'espère que mon successeur tiendra compte de tout ce déjà-là et finira par lancer le deuxième plan triennal d'investissement. Donc à l'issue de la réunion du CEA, on a pu enclencher tout le processus de préparation très bien. Du prochain plan triennal d'investissement. Malheureusement, Monsieur Claudie-Pierre, le temps est largement dépassé, donc nous allons devoir mettre un terme à cette discussion. Je comprends que vous ne souhaitiez pas perdre trop de temps sur ce qui s'est passé ce matin au ministère. C'est une affaire plutôt interne et qui ne concerne pas vraiment la nation. Par contre, vous nous avez parlé de votre bilan, vous nous avez parlé du plan stratégique de développement d'Haïti, vous nous avez parlé du plan triennal d'investissement, de ce que vous avez fait dans le cadre de la décentralisation, et finalement, vous avez mis les bases pour ce comité de l'efficacité de l'aide. Tout travail qui ne pourra que bénéficier à votre successeur. Merci, Monsieur Claudie-Pierre, de nous avoir accordé un peu de votre temps dans cette période un peu bousculée. Merci et bonne fin de soirée et bon week-end. Merci Serge, bonne fin de soirée à vous aussi et bon week-end. Merci bien. Merci. Voilà, c'était Monsieur Claudie-Pierre, ex-ministre du gouvernement des missionnaires, ministre de la planification et de la coopération externe, ministère dans lequel se sont déroulées des choses un peu bizarres ce matin, mais Monsieur Claudie-Pierre a eu le temps quand même de nous dire ce qu'il avait pu faire et ce qu'il avait pu préparer pour son successeur. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à toutes et à tous. Et à la prochaine, même heure, même chaîne.